Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de France Cyber Maritime avec Olivier Jacques. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs Non Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Riff. Bonjour. Et Loïs Sama. Bonjour. Alors, Olivier, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, donc bonsoir à toutes et tous. Donc moi je m'appelle Olivier Jacques, je suis le directeur technique et scientifique de France Cyber Maritime. Juste pour expliquer un petit peu d'où je viens, auparavant j'ai travaillé pendant un peu plus de 25 ans dans la Marine nationale sur des questions de cybersécurité et de formation. Dernièrement j'ai passé un doctorat en informatique à la chaire de cyberdéfense des systèmes navals de l'école navale et auparavant j'ai un master spécialisé en cybersécurité. Et je suis également diplômé donc, de l'ESSI de l'ANSSI en validation des acquis et de l'expérience. Alors Olivier, France Cyber Maritime, qu'est-ce que c'est ? Alors France Cyber Maritime, c'est d'abord une association loi 1901 qui a été créée il y a bientôt 2 ans. Et l'objectif de l'association, il est essentiellement de créer un ensemble de services de cybersécurité adaptés aux besoins et aux spécificités du monde maritime et portuaire d'une part, et d'autre part d'opérer un CERT, donc Computer Emergency Response Team, sectoriel, qui là aussi est fait pour bien prendre en compte les besoins et les menaces spécifiques liées à ce secteur d'activité maritime et portuaire. Alors, est-ce que tu voudrais bien rappeler ce qu'est un CERT ? Oui, donc le CERT, c'est un acronyme américain. Ça a été créé dans les années 80 suite aux premiers codes malveillants qui se sont retrouvés sur Internet. Et là, on a vu effectivement que il n'y avait pas d'organisme qui existait pour lutter finalement face à ce type de menaces-là. Et l'objectif d'un CERT, alors il peut être très différent suivant les CERT, puisqu'il y a un standard qu'on écrit dans ce qu'on appelle une RFC 2350, qui est un document dans lequel on va fixer notamment les services et l'organisation du CERT. D'ailleurs, vous pouvez voir la RFC 2350 du MCERT sur son site internet m-cert.fr. Et l'objectif du CERT, il peut être très varié. Donc, ça peut être de la veille, de l'anticipation de la menace, de la transmission d'informations, de la coordination de réponse à incident, de la réponse à incident. Il y en a qui font de la recherche de vulnérabilité également, donc c'est assez varié. Ce qu'il faut retenir pour nous, ce qui est particulier, c'est que c'est bien un CERT sectoriel. Donc l'objectif, c'est bien de couvrir les menaces et les particularités du monde maritime et portuaire par rapport à un CERT qui serait peut-être plutôt générique, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, qui pourrait s'intéresser un petit peu à toutes les menaces. Nous, on essaie de se concentrer vraiment sur les menaces particulières liées au monde maritime et portuaire. Justement, ça se concrétise comment ? Quel type de service vous fournissez, etc. Alors le CERT, il en est déjà à ses tout débuts puisqu'il est tout jeune. Il y a des CERT qui existent depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant en France. Donc nous, on n'a pas l'ambition de rivaliser vis-à-vis de ces CERT-là. Donc on est vraiment au tout début de notre activité et on s'est fixé une montée en puissance sur 3 ans. Donc là, on entame la 2e année. La première année, l'objectif, c'était de travailler beaucoup sur la veille et l'analyse de la menace. C'est-à-dire de bien comprendre quels étaient les acteurs, les groupes qui s'intéressaient au monde maritime, les incidents qui pouvaient toucher le monde maritime et portuaire français, et puis de trouver les meilleures réponses et les bonnes informations à transmettre auprès de nos adhérents. Et dans la deuxième partie de développement du CERT, ce qu'on commence à faire, c'est de la coordination de la réponse à incident, c'est-à-dire être capable de capter finalement les incidents qui proviennent du secteur maritime et portuaire français, et de pouvoir leur apporter la réponse la plus appropriée, vers quel service porter plainte par exemple, et puis éventuellement de les mettre en relation avec des entreprises aptes à faire de la réponse à incident, par exemple sur un navire, ce qui est assez particulier à réaliser. Jamila, tu voulais réagir ? Oui, donc Olivier, quand vous parlez du monde maritime et portuaire, est-ce que vous pourriez développer, est-ce qu'on parle des plateformes, est-ce qu'on parle des contributeurs ou des participants de la filière? Est-ce qu'on parle de l'infrastructure? De quoi parle-t-on précisément?
Alors, quand on parle du monde maritime et portuaire, effectivement, c'est un monde qui est assez complexe parce qu'il est très riche. Bon, juste pour rappeler un petit peu, les océans, c'est 71% de la surface du globe et le volume de trafic de marchandises dans le monde qui transite par la mer, c'est aux alentours de 90% en volume. Donc, c'est assez énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le monde maritime et portuaire ne fonctionne pas, eh ben, c'est un petit peu toute l'économie qui va tousser. On l'a vécu un petit peu pendant le Covid où on a eu des difficultés liées effectivement au transport maritime avec un nombre de navires en mer assez limité et puis des difficultés liées au recrutement du personnel. On a eu des marins qui sont restés en mer pendant plus d'un an. Voilà, c'est un monde assez particulier. Donc nous, on a une volonté vraiment de couvrir l'ensemble de ces secteurs-là, que ce soit les ports, les navires, bien entendu, quel que soit leur type aussi, mais aussi tout l'écosystème, donc les écoles, les administrations maritimes, les centres de recherche, les fournisseurs de services aussi, numériques, les équipementiers, les chantiers navals, donc tout ce qu'on appelle la supply chain, qui est assez à la mode en ce moment, notamment au niveau cyber. Voilà, on essaie de couvrir un maximum parce qu'on se dit que finalement, pour avoir une réponse cohérente au niveau du MCERT, il faut être capable de traiter l'ensemble de cet écosystème-là et pas seulement une partie. Quelle est l'origine de France Cyber Maritime ? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors l'objectif de France Cyber Maritime, c'est la réponse qui a été donnée suite à peu près un an de groupe de travail en plein pendant le Covid entre l'ANSSI notamment, le secrétaire général de la mer, le SGMer, qui est un organisme interministériel qui traite des questions du monde maritime, et puis un certain nombre d'acteurs publics et privés français qui se sont dit, effectivement, si on regarde un petit peu dans le passé, il y a eu notamment une attaque sur Maersk qui a été assez connue avec NotPetya, qui a fait des dégâts importants. La semaine dernière, on m'a dit que ça avait coûté plus d'1 milliard de dollars au monde portuaire, notamment aux États-Unis. Donc c'est quand même une attaque qui a eu des dégâts et des conséquences très, très concrètes. Et l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'en France, on fait pour s'organiser, pour répondre à cette question-là. Et donc, il y a eu une dizaine de réunions entre les différents acteurs. Et au final, la décision a été prise de créer une structure associative qui s'appelle France Cyber Maritime et qui donc aujourd'hui va fêter prochainement au mois de novembre ces 2 ans. Et qui sont les participants, les membres ? Alors, aujourd'hui, on a 3 collèges au sein de France Cyber Maritime. Un collège acteur public, dans lequel on trouve notamment l'ANSSI, mais également cybermalveillance.gouv.fr, ainsi que d'autres acteurs du public du monde maritime. On a un collège utilisateur, dans lequel se trouvent des acteurs du monde maritime et portuaire français au sens large, donc chantier naval, des armateurs, des ports notamment. Et puis un collège solution, dans lequel on va trouver des acteurs de la cybersécurité qui se sont finalement soit engagés déjà par des actions précédentes au sein du secteur maritime et portuaire, ou qui développent des produits ou des solutions qui sont vraiment adaptés, voire même spécialisés pour le monde maritime et portuaire. Ce sont des systèmes prévus pour être embarqués sur des navires, par exemple ? Alors ça peut être effectivement des systèmes spécifiques pour être embarqués sur des navires, parce que à bord des bateaux, typiquement, on a des protocoles, notamment au niveau réseau, qui sont assez particuliers. On a des systèmes de télécommunication par satellite qui sont particuliers. On a des logiciels aussi spécifiques qu'on trouve pas ailleurs. Et puis c'est également un ensemble de services. Typiquement à bord des navires et pour les armateurs, on a un certain nombre d'obligations réglementaires qui sont spécifiques au monde maritime et portuaire, qui sont dictées par l'Organisation maritime internationale. Et donc c'est important finalement que quand on vient apporter de la cybersécurité à bord du navire, on connaisse bien le fonctionnement d'un navire, parce que c'est pas simple pour quelqu'un qui a jamais mis les pieds sur un navire. C'est pas évident de retrouver quand on a été 10 minutes à bord et qu'on n'a jamais mis le pied sur un bateau, sur un grand navire de croisière, retrouver un petit peu l'avant de l'arrière, le bâbord du tribord, c'est pas simple.
Et quand on regarde un petit peu au niveau simplement informatique, hein, il y a des dizaines et des dizaines de systèmes à bord d'un navire, des systèmes de contrôle industriel pour produire l'énergie, pour produire plein de services, hein, de l'eau réfrigérée par exemple pour les salles serveurs. On a des systèmes de télécom, on a des systèmes de navigation, on a des systèmes de radio également, de positionnement. Donc voilà, beaucoup de systèmes et très souvent interconnectés et qu'il faut bien connaître pour pouvoir bien intervenir à bord de ces navires-là. Oui, et puis quand il y a un rançongiciel sur un navire, l'équipe de remédiation, elle ne peut pas venir sur place. Hein. Alors ça, c'est vraiment une des particularités. Il y en a d'autres du monde maritime et portuaire, mais il faut savoir que déjà à bord de la grande majorité des navires, il n'y a pas de RSSI. Voilà, il n'y a pas même d'experts souvent informatiques à bord des navires, hein, donc c'est très souvent oui, la personne. Faut être au niveau du porte-avions pour avoir un RSSI. Alors, il faut peut-être effectivement aller sur des navires de combat pour avoir des RSSI, mais sur les navires civils que nous on traite, en tout cas, on n'a pas de correspondant généralement à bord des navires. Et effectivement, lorsqu'il y a un événement cyber à bord... Mais il y a un informaticien ? Alors, il peut y avoir un ou des informaticiens, notamment sur des très très grands navires comme des navires de croisière qui dépendent beaucoup mais pas sur les cargos. Donc les armateurs classiques de cargo, il n'y a pas d'informaticien sur les navire. cargos informaticiens, il n'y a pas d'informaticien par défaut. Il peut y avoir ce qu'on appelle des ETO, Electrotechnical Officer, qui sont des ingénieurs, on va dire, qui sont un petit peu spécialisés dans la maintenance de tous les systèmes à bord du navire, comme des systèmes à automates par exemple, et à qui finalement on vient justement apporter une connaissance au niveau cyber, mais il n'y a pas d'expert cyber. Et effectivement, en cas d'investigation, de rançongiciel, d'intrusion, etc., il faut avoir la capacité de déployer à bord des équipes compétentes. Et quand le navire est en mer, c'est assez compliqué, ouais, effectivement. Et justement sur le sujet, c'est en fait le secteur est tellement différent et varié. Enfin, les administrations, on a des ports, des petits ports, des gros ports, des armateurs, des acteurs même autour de ça. Concrètement, c'est quoi le niveau de maturité entre ces différents acteurs et comment justement est-ce que ces acteurs peuvent s'entraider entre eux dans France Cyber Maritime? Enfin, comment on est? Alors effectivement, il y a une certaine forme d'hétérogénéité entre les acteurs déjà. Parce que ils interviennent tous dans un domaine particulier du secteur maritime et portuaire. On a comme je disais tout à l'heure, des chantiers navals, des ports de petite taille, des grands ports, des armateurs, des équipementiers. Donc ils ont tous des capacités différentes en termes notamment humains. Ils ont aussi des niveaux très hétérogènes en termes de maturité et de connaissances en termes de cybersécurité. On a en face de nous des armateurs avec lesquels on travaille et qui ont des fois en interne des équipes de type CERT qui sont présents, qui ont des fois des équipes constituées. Il y a déjà eu des tests d'intrusion, etc., qui ont été réalisés, des audits, des actions de sensibilisation, etc. Et à l'inverse, on a des petits ports, des petits armateurs qui découvrent un petit peu le sujet et qu'il faut accompagner. Et c'est pour ça que finalement, au sein de France Cyber Maritime, on est assez inclusif finalement, et que les gens aient un très haut niveau de cybersécurité déjà, ou débutent simplement la prise en compte de la cybersécurité. On essaie de trouver finalement les bons services pour les accompagner et aussi simplement la bonne manière de leur parler. C'est vrai qu'on ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui a une équipe constituée de type CERT par rapport à un armateur qui commence simplement et qui a besoin d'être conseillé sur la bonne démarche à suivre pour prendre en compte la cybersécurité. Mais est-ce qu'il y a encore des petits ports? Parce que moi, j'ai vu tous les ports fusionner entre eux. Donc, il y a toujours un grand port qui regroupe des ports plus petits. Mais il y a encore des ports de petite taille qui sont complètement indépendants? Alors les statuts des ports sont assez divers. Effectivement, on se retrouve généralement avec des très grands ports, ce qu'on appelle des smart ports même aujourd'hui. Donc en France, si on regarde en France, on a Le Havre et Marseille essentiellement qui sont les deux grands ports de type smart port qu'on a en France. Et après, on a encore une fois une hétérogénéité de ports avec des ports qui travaillent dans le secteur de la pêche. On était au Guilvinec il y a pas tellement longtemps. On a été à Concarneau également. Il y a des ports qui sont plutôt spécialisés dans le transport de passagers. Voilà, donc on a des ports extrêmement différents, de différentes tailles, et qui donc ont des besoins très particuliers et très divers en termes de cybersécurité. Vous parliez du panorama de la menace précédemment. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet? Et petite question subsidiaire, quel impact
pour le monde maritime et portuaire des activités plus ou moins malveillantes récentes concernant les câbles sous-marins? Alors c'est une bonne question. Alors sur la menace à proprement parler, finalement on se retrouve avec un secteur qui est, faut bien comprendre, qui est quand même stratégique. On en a parlé un petit peu en introduction, mais c'est un secteur qui aujourd'hui, malgré tout, est encore peu connu de la plupart des gens. Quand vous demandez à quelqu'un, ton smartphone, il est arrivé par quelle filière en France, la plupart des gens pensent qu'il est arrivé par avion ou on ne sait pas trop en fait. Et dans la plupart des cas, en fait, il a pris la voie maritime pour venir sur le territoire européen. C'est le cas également du pétrole, du gaz, etc. Donc on est dans un secteur qui est vraiment éminemment stratégique. Donc en face de nous, il y a de la menace stratégique avec des capacités étatiques qui aujourd'hui s'intéressent au secteur maritime et portuaire parce que potentiellement, si on interrompt le fonctionnement d'un port, on peut perturber toute une économie avec tous les impacts que ça peut avoir en termes de géopolitique et au niveau économique. Donc là, effectivement, on se trouve face à des gens qui ont des capacités très avancées avec des menaces de type APT, etc., ou des capacités de leurrage et de brouillage, notamment au niveau GPS et au niveau AIS. On pourra parler de l'AIS après, qui est un système un peu particulier au monde maritime pour suivre le positionnement des navires. On a de la menace effectivement cybercriminelle, donc là évidemment on a été très impacté au niveau du monde maritime par de la menace de type rançongiciel, du vol de données, etc. et des différentes fuites d'informations. Et puis on a de la menace également activiste, donc on l'a vu récemment avec Killnet, par exemple, qui s'est intéressé au secteur maritime et portuaire, notamment en Europe et dans les pays membres de l'OTAN. Voilà, donc c'est une menace qui est assez variée, qui est assez finalement similaire à ce qu'on peut trouver dans d'autres secteurs, mais qui des fois effectivement se spécialise ou s'intéresse particulièrement au monde maritime et portuaire. Et pour répondre à la deuxième partie de la question sur les câbles sous-marins, les câbles sous-marins, c'est aujourd'hui plus de 95% des télécommunications intercontinentales qui passent par les câbles sous-marins. Donc il y en a plusieurs centaines dans le monde entier. Il y en a pas mal qui atterrissent en France notamment. C'est un sujet d'intérêt pour de nombreux pays. On l'a vu très récemment. Il y a beaucoup de discussions là-dessus dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Alors sans rentrer dans de la paranoïa, effectivement, le câble sous-marin, c'est un équipement qui est sensible. Il est sensible dans ce qu'on appelle la station d'atterrissage, c'est-à-dire l'endroit où il arrive à terre, et puis il est sensible effectivement pendant tout son parcours au fond des océans. Donc ce sont des équipements sensibles qui sont suivis. Donc on connaît effectivement le positionnement des câbles sous-marins et suivre un navire qui s'intéresse d'assez près aux câbles sous-marins, c'est quelque chose qui est réalisable et que à ma connaissance en tout cas la plupart des administrations et des pays réalisent afin de bien justement évaluer cette menace-là. On voit quand même beaucoup de secteurs se regrouper en ce moment. Bien sûr, on avait les banques qui avant sont regroupées. On a eu la santé qui commence aussi à se regrouper, l'énergie. Est-ce que justement une des volontés de l'association, c'est de se regrouper entre acteurs et pourquoi pas, notamment, c'est un sujet au niveau des fournisseurs, des solutions qu'on achète qui ont des fois pas de sécurité. Donc comment on arrive à mobiliser des fournisseurs pour qu'ils intègrent de la sécu, et tout seul c'est compliqué. Donc à plusieurs justement ces groupes ont intérêt à faire ça. Est-ce que c'est justement un peu dans votre roadmap ou une des volontés aussi des acteurs qui sont partis maintenant de France Cybermaritime, un peu de travailler ensemble pour essayer de faire améliorer la sécurité par les différentes solutions ou produits qu'ils achètent? Oui, alors effectivement, notre volonté, c'est d'être un petit peu à la fois le porte-parole des attentes du secteur maritime et portuaire, notamment en France. On a une action à mener qui est essentielle et qui effectivement se retrouve dans d'autres secteurs. On parlait de la santé, mais je pense qu'il y en a certainement d'autres dans le spatial, dans l'aérien notamment, pour que les équipementiers effectivement soient conscients de leur responsabilité dans la sécurisation des équipements. Alors on parle beaucoup de security by design, alors c'est peut-être un peu pieux d'envisager des équipements qui soient vraiment sûrs par conception, pourquoi pas, mais on voit avec l'évolution de la menace, avec des vulnérabilités permanentes qui tombent dans nos boîtes mail tous les jours sur différents types de librairies et de logiciels, que c'est compliqué d'assurer cette sécurité à long terme. Donc nous on a vraiment une volonté effectivement
d'aller voir ces équipementiers-là, et on a commencé à le faire pour leur dire, voilà, vous êtes fournisseur de services numériques ou d'équipements au profit des navires. Voici les vulnérabilités que nous dont on a connaissance, et de manière à ce qu'ils puissent les corriger. Avec une petite quand même particularité au niveau du monde maritime et portuaire, c'est qu'un navire aujourd'hui, ça a une durée de vie de l'ordre de, on va dire entre 20 et 40 ans, voire 50 ans, parfois pour des navires militaires. Donc on imagine bien que sur ces navires qui sont faits pour durer très très longtemps, si on conçoit mal le navire dès le départ, le navire après il est en mer, hein, tout simplement, il est là pour réaliser sa mission en mer, donc il est rarement à quai, et quand il est à quai, elle est difficile d'aller faire de la maintenance et d'aller corriger finalement par exemple une architecture réseau qui aurait été mal réalisée par conception. Donc cette durée de vie des navires qui est assez particulière au monde maritime, elle a beaucoup de conséquences après dans tout ce qui est gestion des correctifs, application des correctifs de sécurité notamment. C'est très proche de l'industriel en fait, concrètement, qui ont des durées très longues, des périodes de maintenance très compliquées. En fait, les navires ont cette même problématique, quoi. Exactement, et sur un navire, on a parfois une douzaine de systèmes de contrôle industriel pour produire de l'eau réfrigérée, j'en parlais tout à l'heure, gérer la propulsion, la production d'énergie, etc. Donc ça, c'est une partie que l'on connaît un petit peu et qu'on trouve dans le reste du monde de l'industrie. Et puis on a tous les systèmes un peu plus spécifiques au monde maritime, comme les systèmes de passerelles, des systèmes spécifiques au sein des ports notamment, ce qu'on appelle des port community systems ou des cargo community systems, qui sont des logiciels qui vont piloter finalement l'ensemble du trafic des navires et des marchandises au sein d'un port. Donc c'est vraiment tous ces équipements-là et tous ces logiciels-là pour lesquels il faut travailler avec les équipementiers et les fournisseurs de logiciels pour être certain qu'ils puissent fournir des services sécurisés. Et puis typiquement cette année, au mois de mai, on a réalisé la première opération de bug bounty à ma connaissance en Europe, je crois, pour le monde maritime et portuaire. Donc c'était assez intéressant puisque on a un armateur qui nous a dit moi je suis très intéressé pour réaliser ce type d'opération sur mes systèmes spécifiques, et donc on a pu travailler effectivement avec lors de cette opération de bug bounty pour détecter des failles et puis les faire corriger assez rapidement, et on va la renouveler cette opération là en mai 2023. Alors moi je connais absolument pas le milieu maritime, mais je connais bien le milieu aéronautique où les produits ont une durée de vie assez longue. Et il y a des histoires de certification. Est-ce que c'est le cas aussi dans le domaine maritime? C'est-à-dire, est-ce que tu peux passer les patchs en prod, ou est-ce que tu es obligé de passer par des systèmes de validation internationale, d'approbation, de compatibilité et autres? Alors déjà, effectivement, au niveau du monde maritime, on pourrait faire un parallèle avec ce qu'on appelle chez nous des sociétés de classification. Donc il en existe en France également, en Europe et à l'étranger, qui viennent finalement porter une forme de labellisation entre guillemets sur le navire, et qui ont développé au cours des dernières années des labellisations spécifiques en fait pour notamment tout ce qui est lié à la cybersécurité. Et donc ils viennent apporter une garantie auprès des armateurs en disant j'ai été vérifier l'ensemble des systèmes d'information à bord de vos navires, et j'estime qu'aujourd'hui vous voulez rechercher un niveau initial, intermédiaire ou avancé de cybersécurité, et votre navire il est compatible avec ces différentes niveaux-là de cybersécurité ou pas. Donc ça c'est quelque chose qui existe effectivement au niveau du monde maritime et qui va continuer à se développer, puisque les armateurs sont de plus en plus en fait demandeurs de ce type de labellisation. Pourquoi? Parce qu'un armateur qui est par exemple en France va faire concevoir son navire non pas en France mais bien souvent à l'étranger, notamment dans des pays soit du nord de l'Europe, soit dans des pays d'Asie, avec toute une chaîne de sous-traitance, un chantier naval qui va faire de la sous-traitance, et puis donc des vraies questions de prise en compte de la cybersécurité par les sous-traitants, qui des fois sont pas forcément extrêmement conscients des normes ou des attentes, notamment en termes de cybersécurité, que ce soit par exemple en Europe. Mais c'est purement privé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation légale. Si on ne peut pas te refuser dans un port sous prétexte que tu n'as pas passé une certification ou que tu n'as pas obtenu un label. Alors aujourd'hui non, demain peut-être.
il y a eu un changement en fait qui a été opéré par l'Organisation maritime internationale qui impose aujourd'hui à ses États membres de prendre en compte en fait la cybersécurité dans ce qu'on appelle le système de management de la sécurité, le SMS à bord des navires. Alors ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que quand un bateau aujourd'hui est inspecté, donc tous les ans, il y a une inspection, il y a un certificat de navigabilité qui est attribué par les États membres et dans cette inspection qui est faite à bord des navires, et ben les inspecteurs ils vont aller vérifier, avant ils vérifiaient pour faire simple les extincteurs, les systèmes d'ouverture, de fermeture des vannes ou des portes étanches. Et maintenant, vient s'ajouter à ça la vérification d'un certain nombre de critères au niveau de la cybersécurité. Et typiquement, aujourd'hui, ils vont vérifier à bord des navires qu'il y a bien des analyses de risque qui ont été réalisées, qu'il existe des fiches de réaction d'urgence en cas d'incident cyber à bord d'un navire, qui je dois contacter, quand, comment, pourquoi, est-ce qu'il y a un plan de continuité et de reprise qui a été écrit, est-ce qu'il y a des entraînements qui ont été réalisés. Donc tout ça aujourd'hui, c'est en train d'être vérifié par les États membres. Donc c'est quelque chose qui est assez récent puisque c'est entré en vigueur en début d'année dernière. Mais petit à petit, voilà, l'ensemble des navires dans le monde entier sont soumis à cette réglementation-là et ils vont devoir s'y conformer. Mais ça veut dire que dans un bateau ou même dans des ports, mais je pense les bateaux plus compliqués, on a un monsieur cyber, alors qui est peut-être pas cyber tout le temps, mais concrètement, s'il se passe quelque chose, la fiche de réaction, c'est quoi? C'est plutôt une fiche de réaction bien expliquée pour que les équipes IT ou les équipes qui s'occupent de la maintenance informatique s'en occupent. Enfin, comment cette compétence elle est travaillée, elle est formée? Est-ce qu'il y a des formations obligatoires maintenant pour ce type de personnes? Alors déjà, il y a un seul et unique responsable à bord des navires, c'est le capitaine du navire, donc il est responsable de la sécurité du navire, mais aussi de sa cybersécurité. Donc c'est lui qui va effectivement réagir et qui est responsable de la bonne réaction. Après, effectivement, à bord des navires, on n'a pas de spécialistes cyber, et donc il faut faire des fiches de tâches, des fiches de réaction qui correspondent finalement un petit peu au savoir-faire du personnel qui est à bord des bateaux, qui très souvent est d'ailleurs très international, donc avec des niveaux de compétences très variés. Et c'est des gens effectivement qu'il faut sensibiliser, former et entraîner à bien réagir effectivement lorsqu'il y a des événements de cybersécurité. Et comment est-ce que tu penses que les choses vont évoluer? Par exemple, est-ce que tu penses que bientôt il y aura, ou dans un certain temps, il y aura un RSSI sur chaque bâtiment? Alors personnellement, j'y crois pas trop parce que c'est assez compliqué finalement d'aller. Bon, déjà, on voit au niveau à notre niveau propre, on a parfois du mal à recruter des experts en cybersécurité au sein des différents organismes ou des entreprises, typiquement en France. Alors prendre une personne compétente en cybersécurité pour l'affecter en permanence à bord d'un navire, c'est quelque chose qui est pas évident, et qui est pas forcément extrêmement intéressant. Nous, ce qu'on pense plutôt, c'est effectivement une concentration des compétences en cybersécurité maritime dans des endroits particuliers comme des CERT, comme des SOC, etc. Vraiment dédiés pour le monde maritime, où on vient concentrer l'expertise pour éviter au contraire de la répartir un petit peu sur tous les navires. Voilà, donc on pense plutôt effectivement concentrer les gens à un endroit focal pour avoir cette compétence-là, pour pouvoir répondre effectivement aux questions des navires notamment. Mais pour répondre à ta remarque, ça veut dire que l'objectif c'est quoi? C'est que dans plusieurs années, on ait un SIEM un peu centralisé où les logs sont envoyés directement de tous les navires, où on a les analystes sur Terre qui vont analyser, faire les scénarios de corrélation et puis derrière vont contacter le métier, concrètement les personnes sur le bateau pour pouvoir réagir. Enfin, c'est quoi la vision de demain justement de la surveillance sur tout ça? Si, comme tu dis, on est plutôt sur Terre, concentré dans des SOC, dans des CERT. Alors effectivement, donc déjà il y aura je pense une grosse évolution réglementaire avec l'arrivée de la directive NIS en version 2, qui je pense va voir en fait le nombre d'OSE largement augmenter, notamment au niveau du monde maritime et portuaire. Et après effectivement, alors il y a des grands armateurs aujourd'hui, les plus grands armateurs dans le monde, qui ont tous été victimes de cyberattaques, ont mis en place des SOC qui veillent à la fois à la partie infrastructure à terre, et puis également un certain nombre de systèmes d'information au niveau des navires. Alors,
parfois pas tous, hein, parce que c'est assez compliqué, il y a des contraintes de bande passante, il y a des protocoles spécifiques à analyser, mais effectivement, nous, on milite et on pense plutôt effectivement pour la création vraiment de ces capacités sectorielles de type CERT, de type SOC, au profit des armateurs, avec des gens qui sont compétents et qui sont capables d'armer un SOC, hein, parce que c'est un métier quand même assez particulier. Aujourd'hui, les petits armateurs, les armateurs même de taille moyenne et les ports de taille moyenne, ils ont du mal aujourd'hui à souscrire à des offres de SOC, parce que déjà ça coûte cher, et puis parce que les offres de SOC qu'on leur propose ne sont pas forcément adaptées justement aux particularités, aux contraintes des navires, des contraintes de bande passante, des contraintes de logiciels spécifiques qui sont aujourd'hui assez peu connus, des SOC assez génériques. Est-ce que le bateau, c'est un objet connecté ? Dans le sens où, est-ce que tu parles de réponse aux incidents qui se ferait à distance, depuis, je sais pas, Brest, mais est-ce que tu peux imager un disque de 10 gigas sans problème, ou est-ce que tu es limité à du Morse et de l'Inmarsat aujourd'hui ? Alors le Morse, plus trop maintenant, et pourtant c'est un très très bon moyen en termes de résilience. C'est quand même quelque chose qui fonctionne très très bien en cas de conflit notamment. Alors effectivement aujourd'hui les contraintes satellitaires elles sont toujours assez fortes, hein, même si on voit pas mal de développement de technologies comme Starlink, hein, qui commencent à arriver à bord des navires. On est encore loin des débits de type fibre optique, hein. Donc ce que l'on essaie de faire à bord des navires, c'est surtout de travailler beaucoup sur tout ce qui est intégrité, ce qui est résilience des systèmes d'information. Typiquement en passerelle, la plupart des systèmes sont doublés sur des réseaux séparés avec les mêmes logiciels, mais on va faire en sorte que s'il y a des maintenances à réaliser d'un côté ou de l'autre, ou des mises à jour, on va pas aller modifier l'intégrité ou la résilience des deux chaînes en même temps. Donc on va aller vérifier que la première chaîne fonctionne correctement pendant un temps donné avant d'aller modifier la seconde de la même manière. Donc aujourd'hui, effectivement, la transmission de gigas ou de téraoctets de données entre un navire et la Terre reste compliquée. Donc il y a de fortes chances que dans tous les cas, l'investigation numérique, elle se fasse une fois le navire à quai et pas pendant qu'il est en mer. Et pendant qu'il est en mer, le navire, on va faire en sorte qu'il soit le plus résilient, intègre et possible en conservant ces systèmes d'information le plus longtemps possible. Et puis, si les systèmes d'information ne fonctionnent pas, il y a pas mal de pays aujourd'hui qui travaillent notamment sur la navigation par sextant. Voilà, en cas si ça ne fonctionne plus, vous cherchez un petit peu sur internet, vous verrez qu'il y a certaines marines, notamment de combat, hein, qui continuent à enseigner le sextant pour que le jour J, au cas où plus rien ne fonctionne, on puisse quand même continuer à naviguer avec une précision qui permettrait d'arriver dans le port de destination. C'était exactement une question que j'avais, c'est peut-être une question très bête, hein, mais aujourd'hui, surtout, j'ai l'impression que les bateaux se numérisent de plus en plus. Concrètement, ça serait quoi la conséquence d'une compromission dans un bateau ? C'est juste certains systèmes auxiliaires qui fonctionneraient pas, on aurait même sur la partie moteur, concrètement, c'est quoi votre vision, vous, sur la partie... Après, je pense que ça dépend aussi des âges des bateaux et des technologies, bien sûr. Mais, question peut-être vraiment naïf, hein, mais c'est quoi la conséquence d'une compromission d'un bateau ? Ce qui est certain, ce que nous on sait, c'est que les navires finalement en 10-15 ans, ils ont vraiment radicalement changé. On trouve encore des navires en mer, hein, qui ont encore très peu d'informatique, très peu de systèmes de télécommunication, hormis ce qui est vraiment réglementaire, et qui ont encore des boutons poussoirs, des cadrans analogiques, etc. Et les générations qui sont plutôt, on va dire, années 90, 2000 sont plus numérisées. Et les dernières générations là, qui voient le jour là, en 2010-2020, sont extrêmement numérisées. C'est-à-dire que le navire en lui-même, l'ensemble des capteurs, des actionneurs, des systèmes de télécommunication, etc., sont numériques et utilisent le numérique. Alors, le numérique, hein, c'est ce que je dis souvent parce qu'on me dit globalement vous voulez qu'on retourne au bouton poussoir, etc. Non, le numérique c'est un vecteur de force, de sécurité pour plein de sujets. Ça permet d'avoir des navires qui sont extrêmement gros maintenant. Il faut savoir que sur les navires, les porte-conteneurs de dernière génération, il y a 23 000 conteneurs. Hein. C'est des navires qui sont plus hauts et plus larges que l'Arc de Triomphe. Donc c'est quand même des navires
très impressionnant à voir. Et ça, finalement, sans recours au numérique, on aura du mal à le faire aujourd'hui avec un équipage qui est de l'ordre d'une vingtaine de personnes. Donc, heureusement qu'il y a les systèmes d'information pour y arriver. Donc, voilà, on sait qu'il y a ce changement-là, cette numérisation-là qui est extrêmement forte, à la fois pour les navires et pour les ports. Et donc, une surface d'attaque qui est assez importante. Pour autant, aujourd'hui, on n'a pas encore de démonstration publique d'un navire qui aurait été lancé sur la côte suite à une cyberattaque. Il n'y a pas eu de prise de contrôle à distance d'un navire dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que les navires restent encore relativement difficiles d'accès par Internet. Ils ont encore assez peu d'accès frontal directement sur Internet. Par contre, ce qui est en train de changer et ce sur quoi on porte vraiment notre attention, c'est tout ce qu'on appelle le smart shipping, le green shipping, c'est-à-dire la surveillance à distance des navires par des gens qui sont à terre, pour faire de la maintenance prédictive, de la maintenance corrective, pour suivre tout ce qui est consommation à bord des bateaux. Voilà, donc c'est un petit peu, entre guillemets, la mode du moment. Et on peut se retrouver avec 5 ou 10 entités différentes qui vont aller se connecter à bord du bateau pour pouvoir réaliser ces opérations de maintenance-là. Et donc c'est autant de portes d'entrée qu'il faut impérativement sécuriser. Alors là, dans la réponse, tu as donné une menace classique, la plus intéressante. C'est le navire qu'on lance à pleine vitesse sur la côte, et pas n'importe où sur la côte. Or, finalement, est-ce que la numérisation permettrait pas, en cas de prise de contrôle du navire par des pirates, par une prise d'otage, est-ce que le numérique ne permettrait pas de prévenir ce type de situation ? Alors, le numérique, par sa présence à bord du navire, il apporte énormément de choses. Il apporte plus de confort pour les équipages qui sont plus connectés à la Terre qu'ils ne l'étaient auparavant. Il faut se rappeler qu'auparavant, il y a quelques années, quand on était à bord d'un bateau et qu'on voulait appeler sa femme ou ses enfants, on ne pouvait pas le faire, tout simplement. C'est pas possible. Aujourd'hui, quand on voit les capacités qu'ont les navires de la route du Rhum ou du Vendée Globe, par exemple, de pouvoir communiquer directement par WhatsApp et faire de la visioconférence, piloter des drones, il y a eu un changement énorme en termes de confort et en termes de sécurité. Donc le numérique, effectivement, peut permettre d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe à bord du bateau, parce qu'on déploie de plus en plus de systèmes, notamment de vidéosurveillance, des systèmes de recherche d'anomalies à bord des navires, et ça c'est quelque chose qui n'existait pas forcément auparavant. Donc effectivement, par le biais du numérique, on peut penser que ça pourrait nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe à bord du navire. Alors Hervé, sache que suite au 11 septembre, ça a été une idée que les Américains ont poussée pour les avions, c'est-à-dire la capacité à piloter l'avion à distance via RDP si le pilote était pris en otage. Et c'était pas tout à fait sûr que ce soit une bonne idée. Là, je parlais de détection. On a beaucoup parlé des navires, mais je pense que, comme tu l'as dit au début, il n'y a pas que les navires chez vous. Il y a aussi la partie port, la partie fleuve aussi, je pense, tout ce qui est aussi fluvial, qui est un élément aussi super important. Dans les ports, justement, et comme j'avais cru comprendre que là, par contre, ça se numérisait à fond. C'était maintenant automatisé presque, quand on décharge les bateaux, etc. Et puis on a vu aussi pas mal de conséquences, d'attaques de ports des dernières années. Concrètement, dans le milieu justement portuaire, est-ce que c'est le sujet de la cyber, c'est quelque chose qui est maintenant clairement compris, pris en compte dans les démarches, ou tu sens aussi comme peut-être le manque de moyens malgré la prise en compte, c'est quoi aujourd'hui aussi le niveau de maturité sur ce sujet plutôt vraiment portuaire, toute la partie au sol, on va dire, des éléments? Oui, alors les ports, ils jouent un rôle essentiel dans la chaîne logistique. Pourquoi ? Parce que quand un navire arrive avec quelques milliers de conteneurs à débarquer, le fait que le port soit efficace d'un point de vue logistique, il le doit aujourd'hui beaucoup, alors évidemment aux femmes et aux hommes qui s'y trouvent, mais également au système d'information qui va dire il faut que tu débarques tel conteneur qui est à tel endroit, que tu le mettes sur tel camion remorque, parce que à l'intérieur tu as tel type de biens, de marchandises, et il faut que tu l'envoies après en douane, parce que la douane a demandé à le vérifier. Donc ça, cette capacité-là logistique d'être performant et concurrentiel, dans un monde qui est quand même extrêmement concurrentiel au niveau portuaire, c'est grâce au numérique qu'on arrive à le faire.
Après, aujourd'hui, effectivement, au niveau des grands ports, on a une très bonne maturité au niveau cybersécurité, avec des vrais projets qui sont développés. C'est-à-dire que la numérisation et la cybersécurité sont prises en même temps, au même moment, quand on développe des systèmes d'information. Après, effectivement, le travail qui reste à mener, c'est au profit des acteurs de plus petite taille, des ports d'importance régionale ou voire même nationale, mais dans lesquels il n'y a pas forcément de responsable de la sécurité des systèmes d'information à temps plein, où là, effectivement, on se trouve souvent avec des systèmes qui sont communs à plusieurs ports, éventuellement même au niveau national, et encore une fois, on n'a pas d'experts cybersécurité au niveau des ports, et on se trouve avec des ports qui, des fois, sont un petit peu démunis et qui ont besoin d'avoir des points de contact pour les guider dans l'ensemble des démarches. Encore une fois, quand on n'a jamais fait de démarche chez BIOS, de politique SSI ou de démarche, on ne sait pas par où commencer très concrètement. Et ces gens-là ont besoin d'être aidés, tout simplement, d'être conseillés de manière relativement indépendante, on va dire, au niveau de la technologie. Et c'est vraiment là-dessus que nous, on intervient au niveau de France Cyber Maritime. Ok, Olivier, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Alors au niveau de France Cyber Maritime, donc nous aujourd'hui on est effectivement situé à Brest. On intervient sur l'ensemble du territoire national, c'est important de le souligner, également avec les Outre-mer qui sont très dépendantes des activités portuaires et maritimes. On va continuer notre développement puisqu'on est une toute jeune association. On est un petit peu un ovni, c'est ce qu'on nous dit parfois dans le système de la cybersécurité en France, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'équivalents à ma connaissance au niveau sectoriel qui est monté une démarche associative comme celle-là. Donc on a encore plein de choses à mettre en place. On continue à recruter si des gens s'intéressent, notamment au niveau du CERT. On recrute notamment des analystes pour le CERT à des gestionnaires d'incidents. Donc si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés pour rejoindre une start-up associative comme la nôtre, pour travailler à Brest. Les bienvenus. Alors pour travailler à Brest, mais sur l'ensemble du territoire. J'étais à Londres la semaine dernière et à Lisbonne il y a 2 semaines, donc on bouge quand même pas mal. Et on travaille surtout au profit d'un milieu qui est magnifique et qui est vraiment important pour l'ensemble de notre pays. Voilà. Et j'imagine que vous avez des échanges privilégiés avec les CERT des grands armateurs français qui en ont, et puis les 2 ports que tu as cités. Oui, bien sûr. Alors, on a des contacts privilégiés avec eux, on a des échanges, notamment au niveau du CERT, des échanges automatisés de données. Et puis, on a également, je l'ai pas cité, mais c'est intéressant de le souligner, on a des conventions de coopération en France avec la Marine nationale, avec lesquelles on a également pas mal d'échanges, puisqu'on a des systèmes qui sont assez duaux, c'est-à-dire qu'on peut retrouver dans le monde civil et dans le monde militaire, notamment tout ce qui est système de contrôle industriel. On a une convention de coopération avec la gendarmerie maritime, qui a des experts en investigation numérique pour le monde maritime. Et puis on a également des conventions de coopération à l'étranger, notamment avec des centres homologues en Europe du Nord et aux États-Unis. Et est-ce qu'il y a des acteurs du secteur qui ne sont pas encore membres de France Cyber Maritime ? Alors, c'est le principe de l'association. Nous, on ne fait pas de démarche vraiment proactive ou agressive pour aller chercher des gens. Ah, vous étiez au FIC quand même. Oui, voilà, on était au FIC. Donc, on est là effectivement pour montrer ce qu'on essaye de mettre en place. Après, la démarche d'adhésion, elle est volontaire. Donc, bien sûr, on accueille l'ensemble des personnes qui veulent nous rejoindre du secteur maritime et portuaire et de la cybersécurité d'ailleurs, qui s'intéressent à ça. Donc, on est vraiment très content d'accueillir l'ensemble des personnes, et puis ça va continuer à se développer. On est déjà une 60aine d'adhérents, et je pense que d'ici probablement fin 2023, on approchera la 100aine probablement. Ok Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.